Bonjour, Est-ce que les micros... Jimmy Girardet de la Drôme. J'avais une question pour Madame Lognos. Vous avez dit les premières prescriptions kiné orthophonie c'est pris en charge. Alors j'ai jamais fait de prescription de kiné dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Alors, ce que je disais, c'est que Oui, ça marche. dans le cadre de l'intervention précoce, en fait, on pouvait mobiliser un forfait qui permettait de prendre en charge tout ce qui n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, ce qui est la psychomotricité, l'ergothérapie, qui habituellement ne sont pas financés. C'était financé dans le cadre du réseau Occitadis. Et là, c'est un forfait d'intervention précoce, je ne me souviens plus le montant, mais ça permet de mobiliser d'emblée un forfait. C'est un peu comme dans le soin palliatif, où on a un forfait qui est attribué à une situation de personne qui est en fin de vie, et c'est mobilisable de cette façon-là. Après, sur le kiné, ça fait partie de la structuration classique d'un parcours de santé. Donc ça, par contre, sur la prise en charge est la même, en fait. Je m'étais peut-être mal exprimée par rapport à ce que j'avais. Ma question, c'était... Si tu peux parler dans le... Merci. Ma question, c'était surtout dans le cas dont on se pose la question d'un enfant qui a des troubles du neurodéveloppement. Par exemple, on parlait des troubles dans le cadre de l'autisme. Vous allez envoyer chez le kiné par rapport à ça? C'était ça ma question. Non, pas vraiment. Alors après, ça dépend de l'approche du kiné, ça dépend de sa compétence, son niveau de compétence. Il y a des kinés qui sont à l'aise avec des enfants qui sont porteurs, qui sont en situation de trouble du spectre autiste. Ils se sentent en capacité de prendre en charge et d'aider le temps qu'on puisse avoir une aide complémentaire. Mais ça, après, c'est dans nos parcours communs. Et quand on travaille en maison de santé pluriprofessionnelle, on a chacun nos spécificités de prise en charge. Et par exemple, moi, j'ai des kinés qui sont formés par rapport aux troubles de l'oralité et qui vont prendre en charge des enfants. Et ça peut être, dans notre cas, ça sera l'orthophoniste, où on a fait des parcours qui, en fait, ont identifié des professionnels de santé dont les compétences sont reconnues dans ces domaines-là. Question suivante. Laurent Moiseau à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres. Moi j'avais deux questions, une question assez rapide sur les programmes de guidance parentale Barclay. L'animation est accessible pour tous et toutes. Je parle bien de l'animation, c'est-à-dire que n'importe qui peut animer ce genre de programme. Et la deuxième question, c'était aussi sur l'histoire du diagnostic différentiel des troubles du neurodéveloppement. C'est aussi une problématique en soins primaires, c'est-à-dire qu'on arrive avec tout un tas de symptômes. Et moi, sur le TDAH, par exemple, on dit qu'il faut se poser la question du différentiel avec un trouble anxio-dépressif de l'enfant, voire poser la question de potentiels troubles du stress post-traumatique, où j'ai des fois l'impression qu'entre TSA, notamment chez l'enfant et troubles du stress post-traumatique, il y a des symptômes qui peuvent se recouper et c'est pas toujours simple. Et si on ne pose pas le diagnostic de TND, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants qui auraient potentiellement un trouble anxio-dépressif, voire un trouble du stress post-traumatique? Alors C'est bon. C'est bon, oui. Je vais vous répondre sur les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Donc il y en a plusieurs modèles. Le plus connu, c'est les groupes de Barclay, mais il y a d'autres modèles en France selon les équipes. Il faut différencier la capacité à animer un groupe et la prise en charge financière. Et c'est deux concepts qui ne sont pas superposables. La capacité à animer un groupe, il y a des compétences professionnelles qui sont qui sont acquises au travers des diplômes de TCC, par exemple, et sur lesquels, effectivement, un certain nombre de nos acteurs psychologues formés TCC ont déjà les compétences. Et puis, on a mis en place des programmes de formation spécifiques pour les professionnels non psychologues sur les groupes de Barclay. Et en Occitanie, on en est à peu près à 70 groupes qui tournent sur la région, avec différents niveaux de taille, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse équipe à Montpellier, on a des équipes locales, et puis les groupes sont le plus souvent pluriprofessionnels, dans lesquels on peut avoir un médecin formé au groupe de Barclay avec une psychologue, une psychomotricienne, une psychologue. Les ergothérapeutes sont en train de monter un petit peu également dans le circuit de la formation. On a des éducateurs spécialisés. Et puis, on est en train, en Occitanie, et je pense que c'est pareil dans d'autres régions en France, d'essaimer ces programmes d'entraînement aux habiletés parentales vers les établissements médico-sociaux, en priorité vers les ITEP, puisque ça, c'est un réservoir énorme d'enfants TDAH non diagnostiqués avec des familles en déshérence. Et puis, on a beaucoup d'établissements médico-sociaux sur lesquels, au travers des comorbidités, on va trouver des enfants TDAH.
Votre seconde question, mais je laisserai mes co-intervenants répondre, c'est qu'il n'y a pas de frontière absolue entre anxiété, dépression d'un côté et troubles du neurodéveloppement de l'autre. Et si je prends l'exemple du TDAH chez l'adolescent, notamment chez des jeunes qui ont un bon niveau intellectuel, on voit un surcroît de dépression de l'ado, voire de tentatives de suicide réussies ou non, qui en fait s'avèrent être des TDAH non diagnostiqués. Donc il faut garder raison, il ne faut pas avoir des explications trop mécanicistes et trop simplistes, et il faut se dire que dans les troubles du neurodéveloppement, on a des troubles anxieux associés, et que ces troubles anxieux associés ne sont plus des diagnostics d'exclusion, mais des comorbidités. Ça va intervenir dans la priorisation des soins. Mais c'est le quotidien. Anxiété, dépression ne sont pas contradictoires avec TND. Oui, je voulais dire que, comme généraliste, finalement, si je suspecte quelque chose, il faut adresser, quoi. C'est aussi, des fois, c'est aussi simple que ça. Il faut, je crois qu'on est... vous avez parlé tout à l'heure de diagnostic fonctionnel. Par rapport, ici on a un diagnostic fonctionnel, pas besoin de mettre une étiquette, et d'ailleurs même la reco nous dit attendez un peu avant de mettre une étiquette. Mais par contre vous adressez, il y a des gens qui sont compétents pour le faire. Je crois que l'erreur ça serait de ne pas adresser. C'est tout l'intitulé de la session, puisqu'on a parlé de repérage et Julie a rappelé aussi cette importance de se laisser du temps aussi et de ne pas aller dans l'étiquette. Tu veux peut-être compléter, Julie, par rapport à la réponse? Non, simplement pour dire qu'on a aussi une réalité, et moi je la vis vraiment. C'est-à-dire que quand on dit il suffit d'adresser, il faut avoir quelqu'un qui est adressé, et c'est une réalité qu'on a une grande difficulté à avoir une ligne 2 aujourd'hui qui soit fonctionnelle, cohérente. Je rêve d'exercer en Occitanie, mais j'exerce en Île-de-France. Attends. Et même si c'est pas le rêve, je n'ai pas un professionnel, pas un réseau, c'est complètement illisible. Et donc du coup, je me retrouve à passer des coups de fil au CMP, au CAMS, au centre ressources pour essayer désespérément d'aider des familles. Et le gros souci qu'on a quand même, c'est que effectivement, quand on a un doute, il faut adresser. Mais on a un vrai souci de saturation du système de santé qui fait que, en Ile-de-France, là, nous n'avons plus d'orthophoniste, par exemple, qui prend des nouveaux patients. Donc, un trouble des apprentissages sur lesquels on suspecte une dyslexie en grande section, quand on a un délai de 2 ans sur la liste d'orthophonie, c'est extrêmement difficile pour les parents de les laisser dans cette situation. Donc, je pense qu'on a quelque chose à structurer en termes de lisibilité de l'offre de soins. Mine de rien, on se connaît un peu, mais il faut absolument qu'on ait un répertoire des ressources qui nous permettent, nous, en tant que médecins de première ligne, non pas forcément de devenir des médecins de deuxième ligne, mais d'avoir des pédiatres qui soient en deuxième ligne et qui puissent prendre des enfants ou en tout cas d'avoir la lisibilité de l'offre sur un territoire. Aujourd'hui, je ne sais même pas si le psychologue qui est installé au bout de la rue fait un bilan neuropsy, parce qu'en fait, l'offre est illisible. Donc, je pense que c'est une des difficultés qu'on a. Oui, pour autant, moi, j'ai pas eu... Pour autant, dans mon département, il n'y a pas eu de neuropédiatre pendant 3 ans. Pour autant, le délai de l'orthophoniste, il est de plus d'1 an, etc., etc. Pourtant, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire parce que je peux rien faire et que, oh là là... Ce soir, il y a une réunion entre le CESAD et les médecins généralistes à Carcassonne, si vous voulez y aller, où on va... Mais non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent. Et ce que je veux dire aussi, c'est que entre le début de notre travail que nous avons fait, qui était l'ancienne recommandation, qui n'était pas du tout adaptée, et maintenant où on sent quand même qu'il y a des choses, qu'il y a des ouvertures, que ça s'ouvre, qu'au niveau des âges, ça devient plus fongible, alors qu'avant, c'était très strict. Bon, effectivement, mais ça... La morale de l'histoire, si j'ose dire, ou la leçon de l'histoire, c'est que vraiment, il faut que vous connaissiez parfaitement votre territoire. Et que c'est vrai que c'est variable dans les territoires. Pour autant, on peut pas, je ne crois pas qu'on puisse dire c'est trop long, je ne fais pas. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu le fais, tu te casses la tête, etc. L'idée, ça ne serait pas de dire, finalement, c'est une dépression, parce que finalement, la dépression, je sais à peu près comment adresser, et puis je laisse faire. Voilà. Donc, je voudrais pas qu'on en soit là. Je trouve que, pour une fois, je vais dire pour une fois, parce que je suis d'habitude assez critique sur le système de santé, voilà, on a des bonnes raisons de l'être, mais je trouve que pour une fois, et depuis quelques années, les choses vont dans le bon sens. Je vous propose peut-être, alors si vous voulez compléter, non, parce qu'on a d'autres questions. Oui. On peut prendre une autre question. Oui, moi je suis Louise Vétervel, je bosse à Grenoble. J'avais une question sur l'étude des docteurs Clary et Lonius.
C'était sur votre inclusion qui était majoritairement des hommes. Je me demandais si le résultat aurait pu être différent si c'était majoritairement des femmes, étant donné que j'ai l'impression que dans ma pratique, ce sont plutôt les femmes qui s'intéressent à la pédiatrie et au TND. Et puis, parce qu'on sait que leurs compétences relationnelles, communicationnelles sont quand même des fois meilleures, notamment sur l'écoute. Il y a eu des études, je ne sais pas si vous avez des Alors, en tant qu'homme, je ne vous ressources répondrai pas. Non, mais si ça a été En tant que étudié. femme, c'est une représentation de penser que les hommes ou les femmes, en fait, on a une tendance vers le soin pédiatrique ou sur l'écoute attentionnelle. Et je pense que si les hommes autant que les femmes ont une compétence relationnelle vis-à-vis d'un enfant, et après, peut-être qu'effectivement, on est mieux repéré quand on est une femme. Moi, je me rappelle quand je me suis installée il y a quelques années en arrière, où il y avait pas le désert médical comme maintenant. En fait, j'étais une femme, donc en fait, j'étais repérée, elle va penser comme moi parce qu'elle a des enfants en bas âge et qu'elle va comprendre que je ne peux pas donner les médicaments, etc. Et je pense que les hommes aussi s'occupent beaucoup d'enfants, et je pense que ça, c'est pas un sujet. Et puis en rural, en fait, on n'a pas forcément, ou en rural ou en semi-rural, on a peut-être moins le choix du sexe du professionnel de santé que l'on a en fait en tant qu'interlocuteur, et donc probablement celui qu'on voit, c'est celui qui est accessible. Et ceci dit, pour répondre vraiment sans boutade à votre question, oui, probablement c'est un biais de l'étude. Hein. Ouais. Tu crois qu'il y a un biais? C'est pas un biais, c'est juste qu'on a la En variation, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails quali, mais en variation maximale de l'échantillon, c'est probablement un Il y biais. avait quand même des femmes. Comme on ne mesure pas le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, l'impact des réponses ne joue pas sur l'importance des réponses. Donc du moment qu'il y avait des femmes, on ne les a pas oubliées. Enfin, c'est pour ça que je ne partage pas complètement ton... Voilà. Mais c'est ce qui est intéressant justement dans les échanges, c'est de ne pas tous être d'accord. On a une autre question. Émeline Padelouche, médecin généraliste dans le Loiret, dans le centre de la France. Donc, je partage totalement le discours du docteur Chastan, je pense encore plus qu'à Paris. Je vous remercie. J'avais deux questions. Une autour de... Alors, peut-être, j'avoue, je n'ai pas lu la nouvelle reco, mais sur la notion de l'âge, des fois, quand je repère, puis j'ai déjà entendu dire c'est trop tôt pour chercher à faire un diagnostic. Alors, est-ce que c'est pour l'histoire du diagnostic catégoriel, cette notion d'âge par rapport au fonctionnel? Oui. En écoutant ça, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ma deuxième question, bien compris que là, on a beaucoup parlé des enfants, mais ceux qui sont ados ou des adultes qui viennent en se demandant, parce que comme on en parle plus, des fois, ou même on a diagnostiqué leurs parents, enfin leurs enfants, je veux dire, et je me demande si, en fait, moi, et j'avoue que là, du coup, je me sens un peu plus démunie vers qui tenter d'adresser, ou parce que là, j'ai l'impression d'essayer, je m'intéresse au sujet et de faire des diagnostics moi-même, de lire des trucs. Enfin voilà, est-ce que vous avez des pistes? Alors en tant que professionnel, moi j'ai été saisie plusieurs fois de personnes qui trouvaient qu'elles avaient des troubles de communication de façon générale, et en fait, je les ai adressées à des neuropsychologues spécialisés dans les bilans, et derrière, avec un neurologue, en fait, le diagnostic de trouble de spectre autistique a été posé, et c'est vrai que quelque part, ça les a rassurées, parce qu'elles se sentaient en fait différentes, sauf qu'elles n'arrivaient pas à mettre nom sur pourquoi elles étaient différentes. Et c'est de plus en plus fréquent, et c'est souvent le fait comme les enfants, ou alors la télé, ou alors les enfants de copains, etc., s'ils en avaient, en fait, c'est ça qui interpelle. Ou alors ils ont la grosse comorbidité, souvent anxieuse, des fois dépressive. Et puis, en fait, c'est souvent, comme de toute façon, en général, il y a un TDAH qui accompagne les troubles du spectre autistique. En fait, ils venaient aussi en se disant, j'ai un trouble, le TDAH aussi, hein, on diagnostique un enfant, on se retrouve avec un des parents qui a un diagnostic, et de plus en plus fréquemment, on se retrouve avec des renouvellements de traitement où on voit l'enfant et la réévaluation de traitement, parce que je n'aime pas parler de renouvellement, la réévaluation de traitement entre l'enfant et le parent se fait de façon conjointe à la même consultation. Avec des fois des jugements entre guillemets de la maman sur l'enfant qui peuvent des fois être un peu cocasses. D'accord. Et le méthylphénidate chez les adultes, à instaurer adultes, c'est intéressant ou pas? Oui, voilà, c'est fini. Et après, je pense que le rôle du CPTS permet de donner une visibilité sur ce qui existe dans un territoire. Et je rassure aussi, nous aussi, le bilan, pour avoir une orthophonie, c'est difficile, mais c'est aussi pour ça qu'on a construit des parcours, pour éviter que les orthophonistes aient des bilans qui ne servent à rien, parce que l'enfant n'a rien.
Juste pour répondre à la question sur le méthylphénidate, parce que c'est une question sur laquelle nous, on est saisis. Moi, je suis aussi au Collège de médecine générale, et c'est une question sur laquelle on travaille avec, pour le coup, des neuropédiatres. Et puis, enfin, voilà, on a tout un réseau avec lequel on travaille pour réussir à faire un parcours qui permette une prescription, pourquoi pas du méthylphénidate, mais vraiment dans le cadre d'une formation. Alors, les pédiatres et les psychiatres n'en ont pas besoin, et on en parlait à la dernière réunion, et en fait, c'est vrai que je ne sais pas si certains d'entre vous le constatent, mais moi, j'ai des patients sur lesquels des dépressions résistantes sans bilan cardiologique, on essaye du méthylphénidate, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Il y a aussi, et voilà, il peut y avoir ces dérives-là, et donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dire il faut qu'on forme bien les gens au neurodéveloppement et qu'on le prescrive à bon escient. On voit qu'on est en dessous des prescriptions des autres pays, donc ça alerte. Et en même temps, est-ce que bien plus prescrire du méthylphénidate est un indicateur de bonne pratique? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les médecins généralistes doivent pouvoir le prescrire, parce qu'on a aujourd'hui des médecins généralistes que je connais qui travaillent en CAMS, par exemple, et qui sont dans le... Ils travaillent, ils voient des enfants au quotidien, ils ne peuvent pas prescrire le méthylphénidate parce qu'ils ne sont pas pédiatres. Donc bien sûr qu'il faut qu'on puisse le prescrire, mais il faut qu'on puisse le prescrire dans un cadre quand même qui soit sécurisé et de formation, sachant qu'il y a rarement d'urgence à prescrire du méthylphénidate. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2024, sur lequel le groupe d'experts s'est prononcé à l'unanimité sur l'idée de dire que ce n'était pas la spécialité d'exercice qui déterminait la compétence dans la prescription de méthylphénidate. Entre un réanimateur néonatal qui n'a jamais fait de formation sur les troubles du neurodéveloppement et qui ne saura pas prescrire, et un médecin de deuxième recours d'un centre de compétences ou d'un CAMS, c'est évident qu'il n'y a pas photo. Et on a donc introduit la notion qu'on n'arrive pas encore à faire passer auprès de l'ANSM, de la notion d'un médecin spécialisé sur le TDAH qui définirait effectivement l'habilitation à la prescription. Pour revenir rapidement à votre question sur la prescription du méthylphénidate chez l'adulte, pour vous donner un peu des repères, la fréquence du TDAH chez l'enfant, en gros, c'est 7%. Dans les deux très grosses cohortes suédoises et nord-américaines, la prévalence d'accès au méthylphénidate dans des cohortes qui vont de 10 000 à 150 000 personnes, ça varie entre 55 et 65%. Donc la fréquence d'utilisation du méthylphénidate en population générale dans des pays où les concepts sont matures, c'est effectivement ça. Un tiers des enfants qu'on met sous traitement, en gros, on n'en a plus besoin au bout de 2 à 3 ans. Un tiers des enfants vont en avoir besoin jusqu'à l'adolescence. Et un tiers des enfants, des ados, auront besoin de méthylphénidate à l'âge adulte. Autrement dit, même si on dit que la prévalence du TDAH chez l'adulte, c'est plus que 2 à 3%, en fait, il n'y a pas une extinction du TDAH, il y a une extinction des signes diagnostiques du TDAH, alors que la gêne fonctionnelle reste beaucoup plus importante à l'âge adulte. Et je vois de plus en plus de parents d'enfants que je traite qui effectivement aboutissent à un circuit diagnostique et sont aussi traités, et ça leur change la vie comme à leurs enfants. Donc oui, effectivement, il y a une indication quand c'est nécessaire, quand la gêne fonctionnelle est importante, il y a une indication. Alors, on va avoir un défi pour les 2 questions restantes, et surtout, mais je crois que je vais régler le problème. Et surtout pour les réponses, ouais, puisque on a un peu répondu on à a ma question, 1 minute. Je pense que ça va aller vite. Moi, je voulais juste une dernière de Grenoble. Ouais. C'est sur le méthylphénidate, justement, et je voulais savoir si vous aviez montré qu'il y avait des pays qui avaient beaucoup plus accès que la France au méthylphénidate, et c'était justement lié au fait qu'il y ait plus de médecins qui peuvent le prescrire, en tout cas de spécialités différentes qui puissent le prescrire dans d'autres pays. Ah, c'est l'inverse. C'est l'histoire du méthylphénidate en France qui a été mis complètement sous le boisseau au moment où la molécule est arrivée en France, est arrivée sur le marché, qui était une époque de très grande frilosité par rapport au concept de troubles du neurodéveloppement et de pharmacologie du cerveau. Et donc le méthylphénidate a été mis dans un circuit de restriction très importante. Comme je dis souvent à la NSM, si on avait voulu imaginer un circuit pour décourager les parents, on aurait mis ce circuit-là en place. Donc, dernière question très courte et réponse très très courte. Ça va pas être une question, c'est une remarque. Donc, je suis médecin généraliste installé à Bordeaux. Et moi, je suis très très embêtée sur le prix des bilans neuropsy qui sont à Bordeaux. Alors après, je ne vais pas dans la France entière, mais en tout cas chez nous, c'est entre 300 et 500 euros. Donc en fait, ça exclut une large majorité des gens qui ne peuvent pas se le payer. Et voilà, c'était juste une remarque. C'est pour ça que normalement, il y a les PCO.
Normalement, Oui, justement, les adultes, PCO adultes, sont les censés adultes, il y a pas la permettre PCO. aux parents d'avoir accès à Pour le une diagnostic des rééducation et adultes, un il n'y a pas la diagnostic. PCO. Non, pour les adultes, il y a pas. Pour les adultes, non. Et moi, je veux bien simplement conclure par une note Oui, un peu Julie. positive parce que j'ai commencé c'est ce important, travail-là en merci. 2019. Et en 2019, c'était la stratégie autisme. Et puis, on avait rajouté au sein des TND parce que quand même. Et le concept aujourd'hui de neurodéveloppement, on n'a pas beaucoup évolué au niveau de l'argent public qui a été réellement investi, en tout cas du nombre de professionnels formés. Par contre, on a beaucoup évolué scientifiquement, et moi je l'ai vraiment vu, et aujourd'hui vous êtes dans la salle, et les internes ont évolué, les médecins ont progressé, on comprend ce que les TND sont un concept intriqué, il y a vraiment une très très grande progression scientifique, et je pense que c'est au moins une note positive sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation.